Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole. Je suis Éric Young. Les Experts Agricoles. Les Experts Agricoles. Par la France Agricole. Nous parlons aujourd'hui du recrutement des salariés pour les exploitations agricoles. Nous essaierons de voir comment mettre les chances de son côté quand on recrute en nous concentrant sur 3 temps forts. La rédaction de l'annonce, l'entretien avec les candidats/candidates et son accueil dans l'exploitation. Pour ça, nous accueillons au téléphone Christine Leclinge. Bonjour. Bonjour Éric. Vous êtes responsable du job board JobAgri. Alors, qu'est-ce que c'est un job board ? Alors, le job board, c'est un site internet dédié à l'emploi qui permet la mise en relation entre des entreprises avec un projet en recrutement et des candidats qui sont en recherche de poste ou en veille. Alors, je dois quand même le noter à nos auditeurs, JobAgri fait partie du groupe NGPA qui édite la France Agricole. Alors, j'avais l'idée de parler du recrutement et chercher un expert quand je me suis dit qu'on en avait un sous la main et je ne voyais pas de raison de me l'interdire, mais je me dois quand même de dire aux auditeurs que vous n'êtes pas le seul job board à disposition des exploitants. On peut en citer plein, par exemple Pôle emploi, bien sûr, la plateforme de l'ANEFA, l'agriculture-recrute.org, l'APECITA pour les cadres et les techniciens, et il y en a d'autres. Mais ce n'est pas des différentes plateformes dont on va parler maintenant, mais des méthodes de recrutement. Les Experts Agricoles. Les Experts Agricoles. Alors, première étape, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Rédiger l'annonce, c'est un bon moyen de clarifier son besoin. Avec vous, Christine Leclinge, on peut donner quelques bonnes pratiques. Alors, est-ce qu'il faut mieux se lancer tout de suite dans la rédaction de l'annonce, quitte à se réajuster en fonction des candidats, ou est-ce qu'il faut bien définir son besoin avant de publier une annonce ? Alors, moi je préconise de bien préparer en amont, c'est bien définir, voilà, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui du candidat par rapport au poste ouvert. Bien définir le périmètre, lister les missions qui seront dans le cadre du poste, missions prioritaires et secondaires. C'est aussi mettre en face du coup les compétences qu'on attend de la part des candidats et aussi anticiper les évolutions possibles du poste. Et alors, comment on peut trouver de l'aide pour rédiger ? Est-ce qu'on peut regarder les autres annonces ? Est-ce qu'on peut en parler autour de soi ? Comment on peut faire ? Évidemment, regarder les autres offres d'emploi diffusées sur les sites, c'est intéressant. Même regarder des offres qui sont pas forcément pour le poste que vous recherchez aujourd'hui, mais voir les formulations, voir comment est structurée l'offre. Il y a aussi des fiches métiers qui existent sur Pôle emploi, sur d'autres sites sur Internet. Vous allez pouvoir voir justement les missions, ce que vous allez pouvoir mettre en avant dans les offres d'emploi. N'hésitez pas non plus, par exemple sur JobAgri, on a une ligne téléphonique à appeler les équipes qui peuvent vous guider aussi dans la rédaction de votre offre. Qu'est-ce que le candidat veut lire dans une annonce ? De quoi il a besoin ? Alors, ce qu'a besoin un candidat aujourd'hui, c'est de pouvoir se projeter, de bien connaître les missions, le périmètre du poste, les évolutions, pour qu'il puisse s'engager sur savoir si ça correspond à son projet, à son profil, comment il doit se positionner par rapport au poste. C'est aussi tout ce qui est encadrement, l'environnement, les avantages, l'équipe. Ça fera la différence aussi avec les autres postes similaires qui peuvent être proposés dans votre région et faire qu'un candidat se positionnera plus sur votre offre plutôt qu'une autre. Il y a aussi tout ce qui est l'importance de l'image de l'entreprise, les valeurs que vous avez, prendre en compte aussi le bien-être au travail qui est de plus en plus recherché par les candidats sans pour autant idéaliser le poste. C'est aussi trouver le ton en fonction du profil recherché et qui corresponde à l'image de votre entreprise. Le tutoiement n'est pas à exclure. Ça vous permettra d'être en raccord avec le candidat que vous recherchez. Un petit conseil, évitez la diffusion anonyme. Les candidats sont assez craintifs quand ils n'ont pas toutes les informations. Donc, quand vous avez la possibilité de donner le nom de votre entreprise dans votre recrutement, c'est important. Il a besoin aussi, le candidat, d'avoir les étapes prévues dans le recrutement. Si c'est un entretien, s'il y a plusieurs entretiens. Leur donner par exemple le délai de réponse que vous allez leur donner à leur candidature pour savoir si leur candidature a bien été reçue, s'ils doivent être en attente ou pas. Optez pour une approche dynamique. Quelques exemples qu'il peut avoir sur certaines offres, envie de travailler au grand air. Voilà, appuyez-vous sur les avantages de votre poste et les mettre en avant sur l'annonce. L'objectif, c'est de réussir à se démarquer. Alors, il y a une question quand on parle d'argent, parce que forcément on parle d'argent, on parle de salaire. Est-ce qu'il faut donner le salaire envisagé dès l'annonce ou est-ce qu'il vaut mieux laisser ça à la discussion ?
c'est de plus en plus préconisé de parler de salaire dans l'offre. De plus en plus d'entreprises l'affichent. Mieux vaut mettre une fourchette, même si elle est assez large, en laissant entendre qu'en effet ce sera en fonction des compétences, de l'expérience du candidat, mais c'est toujours bien qu'il puisse se situer dans le salaire. Prévoir aussi peut-être la notion d'évolution, d'évolution, les avantages aussi qui peuvent être apportés en dehors du salaire, en complément du salaire. Ça évite aussi de perdre du temps si les prétentions salariales du candidat sont au-dessus du poste et d'avoir déjà entrepris plusieurs entretiens ou plusieurs mises en relation avec le candidat si au final le salaire proposé sera refusé par le candidat. Moi, quand je regarde, assez souvent je vois des annonces du monde agricole où on va chercher un ouvrier polyvalent. Et moi, ça me surprend toujours un peu, parce que polyvalent, c'est pas un métier. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut être plus précis ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, en effet, on le voit régulièrement sur nos sites. C'est un titre qui est souvent utilisé. Encore une fois, le candidat va pas pouvoir se projeter avec quelque chose d'aussi vague que polyvalent. Ça peut faire peur. Donc, essayez d'être le plus proche possible, d'avoir un titre d'annonce le plus précis possible. Parler plus précisément si c'est de l'élevage, de la grande culture, que ça s'intègre dans le titre du poste. Mais à l'inverse, trop préciser le profil, est-ce que ça c'est pas fermer la porte à des bonnes surprises finalement ? En effet, ça peut. Donc, ce qu'il est important de faire dans la préparation de son offre, c'est bien distinguer ce qui est partie prérequis indispensable pour vous en termes de connaissances, compétences, et aussi identifier ce qui pourra aussi être développé dans le cadre de la mission, que la personne va pouvoir se former aussi au sein de votre exploitation, pour pouvoir ouvrir un peu plus au niveau des profils. Aujourd'hui, de plus en plus, dans les offres, on met en avant les compétences recherchées et pas forcément des diplômes. Et ça aussi, c'est important à avoir en tête. Et admettons qu'elle soit bien rédigée, comment on peut diffuser son annonce pour éviter plein d'appels pas sérieux, parce que ça arrive? Alors, idéalement, c'est privilégier plutôt des sites spécialisés dans votre secteur, donc là, l'agriculture, mais on n'est malgré tout jamais à l'abri de candidatures hors contexte, ça arrive, mais plus l'annonce sera précise, plus la qualité des CV sera au rendez-vous. Après, je suggère quelque chose. Souvent dans le marketing, on voit ce qu'on appelle des appels à l'action, des call to action, à la fin d'une proposition, du style cliquez ici, demandez à être appelé, ce genre de choses. Est-ce que c'est une pratique qu'on peut adapter à une offre d'emploi ? Alors, le gros avantage, c'est que justement, les sites d'emploi ont ce bouton postuler. C'est dans la structure du site où le candidat n'a qu'à cliquer sur le bouton pour pouvoir engager sa candidature. Donc, pas nécessaire de l'intégrer dans le corps de l'annonce. Ce sera dans la structure du site. Supposons qu'on a bien travaillé son annonce. On a repéré un ou des bons candidats ou candidates. Alors, il va bien falloir leur parler. C'est l'heure de l'entretien. Comment on fait ? Est-ce qu'il faut mettre le candidat à l'aise pour qu'il s'exprime ? Ou est-ce que le stresser, c'est déjà voir comment il réagit dans ces situations-là ? Alors, idéalement, le candidat sera déjà stressé naturellement par cet entretien. Idéalement, il vaut mieux créer un contexte, où il sera à l'aise. Nous-mêmes, quand on est amené à faire des recrutements, et vous-même, on peut être également stressé lors de cet exercice. On n'est pas RH et donc on n'est pas habitué. Donc, moi, je préconise de tout mettre en œuvre pour mettre à l'aise l'interlocuteur et du coup permettre d'être à l'aise aussi pendant l'entretien. Pour cela, c'est se bloquer dans son agenda cet entretien, ne pas avoir des personnes qui puissent intervenir ou arriver lors de l'entretien avec la personne. C'est prévoir un lieu de rendez-vous adapté. Moi, je préconise de ne pas être plus de 2 interlocuteurs face au candidat. Et justement, quand le candidat arrive, bien indiquer la fonction de chaque interlocuteur, qu'il sache à qui il parle, comment il doit se positionner. Nous, pour nos recrutements, on est amené parfois à recruter dans notre équipe. On a mis en place un petit exercice de carte de motivateur qu'on transmet en fait au candidat quand il arrive. On lui laisse un petit quart d'heure pour préparer ça. L'idée des motivateurs, c'est qu'il va choisir ce qui lui le motive à travailler. Exemple, l'ambiance de travail, l'environnement, l'apprentissage, la rémunération, la reconnaissance. À partir de là, on va entamer, il aura pu avoir ce petit moment à lui où il va se poser en arrivant, préparer l'entretien, et ensuite on engage l'entretien sur cette présentation-là, qui sera beaucoup plus ouverte et on s'est rendu compte que les candidats étaient plus à l'aise et qu'on arrive à avoir beaucoup plus d'informations.
Alors, faut déjà aussi présenter son exploitation, son entreprise. Comment on se prépare à ça? On improvise ou est-ce qu'il vaut mieux le préparer la veille, par exemple? Vaut mieux le préparer, en effet, si on veut ne pas oublier des informations qui nous semblent importantes. Donc, préparer un petit plan, juste se dire quels éléments je souhaite mettre en avant. C'est aussi se mettre à la place du candidat, de quelle information, lui, il a besoin pour mieux se projeter aussi sur le poste et mieux interagir durant l'entretien. On peut également commencer par demander au candidat ce qu'il connaît de l'entreprise en arrivant et ça nous permet de voir de notre côté s'il a préparé l'entretien et de compléter sur les informations qu'il n'aurait pas. L'écoute du candidat, c'est aussi une posture, un état d'esprit. Comment on fait pour se préparer à ça quand on est recruteur? Et comme vous dites, on est stressé. On est stressé, en effet. C'est réussir à lui laisser la parole. Justement, l'exercice des cartes motivateurs dont je vous parlais, le candidat est assez intéressant pour cela. Ça lui permet, il va nous identifier ce qui, pour lui, le motive à travailler. Et ça permet d'en savoir souvent plus qu'à travers le CV et c'est assez ouvert comme discussion. D'autres questions qui vont permettre d'être vraiment à l'écoute du candidat, c'est de demander ce qu'il a compris du poste. Quelles sont les attentes qu'il a par rapport au poste, pourquoi il a postulé à notre annonce et pas à une autre. Ça permet déjà d'avoir des éléments importants de compréhension par le candidat et pouvoir aussi ainsi compléter, analyser l'adéquation entre le projet et le poste. Le candidat se sent écouté, acteur dans l'entretien. Et une autre petite question qui peut être intéressante pour clôturer et justement être toujours dans l'écoute du candidat, c'est lui demander à la fin de l'entretien ce qu'il a pensé à chaud de cet entretien. Et si on repère quelque chose qui ne va pas dans le CV du candidat ou dans l'entretien qu'on a avec lui, est-ce que c'est gênant de lui demander des explications? Ça peut le mettre mal à l'aise, ça? Non, au contraire, ça montre que vous avez pris le temps d'étudier le CV du candidat et ça, c'est une chose auquel il sera sensible. Vaut mieux d'ailleurs éclaircir les zones d'ombre dès le départ pour éviter des malentendus. Si un doute persiste par rapport à une expérience, il est tout à fait possible de demander à la personne s'il peut vous donner le contact de son ancien employeur et s'il vous donne l'autorisation de le contacter pour en savoir plus. Ça permet aussi d'ouvrir au candidat, peut-être qu'il a des raisons à soit des trous dans le CV, soit une expérience qui s'est pas forcément bien passée. Ça permet aussi de lui demander comment il a rebondi face à ces difficultés et voir comment il peut réagir, justement comment il peut s'adapter sur des cas qui pourraient se représenter dans le cadre de son poste. À l'inverse, si l'emploi qu'on propose a des contraintes, est-ce qu'il faut les dire à l'entretien au risque de voir le candidat fuir ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il le découvre quand il sera en poste? Il faut être totalement transparent. S'il découvre, une fois engagé, qu'il y a des contraintes fortes auxquelles il n'était pas au courant, on a plutôt un risque de départ et du coup on aura perdu du temps sur toute cette phase de recrutement qui peut être longue. Donc vaut mieux être très clair sur justement les contraintes du poste, ça fait partie du poste, mais tout en gardant un discours optimiste. Et mettre en avant d'autres choses qui vont compenser aussi la qualité de l'équipe, le fait qu'il y ait des moments forts dans l'entreprise, des événements avec un bon état d'esprit d'équipe, essayer de le rassurer, mais ne pas essayer de cacher des choses qui se verront très rapidement sur le poste. L'entretien à distance, est-ce que c'est aussi possible en agriculture? Oui, tout à fait. Surtout sur la première phase de la sélection, ça permet d'éviter de faire se déplacer un candidat qui pourrait être loin de l'entretien. Ça permet de poser quelques questions clés. Si on se rend compte qu'il n'y a pas d'adéquation, une inadéquation avec le poste et le profil, ça évite un entretien physique. Mais malgré tout, l'entretien physique sur les dernières phases de recrutement, quand vous avez sélectionné les derniers candidats que vous souhaitez rencontrer, l'entretien physique reste important. Et combien de temps de réflexion on peut se laisser décemment l'un et l'autre pour apporter une réponse après un dernier entretien? Alors, ce qui est préconisé, c'est de penser à demander au candidat, si le candidat, vous pensez le sélectionner, c'est de lui demander s'il a d'autres entretiens en cours, s'il est en attente de réponse, connaître ses dispos, pour pas passer à côté d'un bon profil si vous attendez trop pour lui donner une réponse et qu'il finit par s'engager auprès d'une autre entreprise. Dans l'idéal, ce que je préconise, c'est de concentrer l'ensemble des entretiens des candidats sélectionnés sur une dizaine de jours max, pour permettre de répondre sous ce délai aux candidats que vous avez rencontrés.
Ce qui est important aussi, c'est de faire un retour à l'ensemble des candidats qui ont postulé à l'annonce, même ceux que vous n'avez pas sélectionnés. C'est leur faire un petit mail et leur dire qu'ils n'ont pas été sélectionnés, idéalement en précisant pourquoi. Et les personnes que vous aurez rencontrées, moi je sais qu'il y a un appel, je trouve important d'appeler les gens qu'on a rencontrés pour pouvoir justifier notre choix. Et c'est important, le réseau est petit, il faut laisser une bonne image aussi. Et un candidat qui n'a pas de réponse peut avoir une mauvaise image de l'exploitation et ça peut être néfaste alors que vous avez sûrement des bonnes raisons de ne pas avoir sélectionné la candidature. Enfin, troisième étape, l'accueil du salarié choisi. Alors, j'ai décidé d'inclure cette étape dans le processus de recrutement parce qu'à ce stade, on est encore dans la période d'essai et l'un et l'autre peuvent y mettre fin. Et comme on dit, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Alors, Christine Leclinch, comment l'employeur se prépare-t-il à cette arrivée la veille ou est-ce qu'il improvise au naturel ? Alors, vaut mieux anticiper, c'est surtout informer, si on a plusieurs salariés, l'ensemble de l'équipe concernée, de l'arrivée de la personne, que cette personne-là arrivera tel jour, pour rendre aussi les autres salariés acteurs dans l'accueil et dans l'intégration du nouvel arrivant. C'est se dégager du temps. Évidemment le premier jour d'arrivée, mais également dans les jours qui vont suivre l'arrivée de la personne pour bien l'accompagner. Et à quoi s'attend le salarié ? Est-ce qu'il veut en priorité la découverte des lieux, des habitudes de l'exploitation, ou est-ce qu'il veut tout de suite se mettre au travail ? Enfin, qu'est-ce qu'il veut voir ? Ce dont on se rend compte, c'est que souvent, en fait, la personne est tout de suite dans sa mission. Et quand la préparation, l'intégration a été préparée, c'est beaucoup apprécié du candidat. Donc, ce qu'il va attendre, c'est la présentation de l'équipe, l'environnement de travail, les moyens qui lui seront mis à disposition pour effectuer sa mission. C'est aussi l'historique du poste, comment si le poste c'est un remplacement, savoir que le poste comment ça se déroulait. Les personnes aussi extérieures à l'entreprise avec qui il sera amené à être en contact. Tout ça pour lui faciliter et qu'il soit impliqué et engagé rapidement dans sa mission. Faire l'accueil autour d'un café, c'est une bonne idée, ça, ou pas ? Très bonne idée. Un nouvel arrivant sera très touché de cette attention-là, soit lui prévoir en effet un petit déjeuner d'accueil ou un déjeuner avec l'ensemble de l'équipe. C'est un moment convivial qui permet au nouvel arrivant et à chaque personne de l'entreprise de se présenter. Ça facilitera derrière ensuite les échanges. S'il a des questions, il saura vers qui se tourner et ça lui permettra dans une journée qui n'est pas forcément évidente quand c'est notre premier jour dans l'entreprise, de reculer un peu le stress, de diminuer un peu le stress. À l'inverse, en tant qu'employeur, peut-être qu'il y a des choses qui nous énervent chez le salarié recruté. Est-ce qu'on peut lui dire d'emblée ou est-ce qu'il vaut mieux se laisser un peu de temps avant de dire l'énervement qu'on a ? Alors, c'est difficile, je pense, de se faire une idée précise le premier jour, sachant, comme on l'indiquait, que la personne peut être stressée et pas forcément au naturel cette première journée. L'important, c'est de prévoir plutôt des entretiens toutes les semaines à minima jusqu'à la fin de la période d'essai, un entretien individuel pour pouvoir avoir lui ses retours aussi, parce qu'il y a peut-être des choses qui ont pu l'étonner ou des questionnements qu'il peut avoir. Et ça peut permettre du coup justement des réajustements aussi dans l'autre sens. Si nous on détecte des choses, si vous détectez des choses auprès du candidat qui vous semblent pas cohérents avec le poste, et ça permet de réagir très rapidement, d'adapter s'il faut les choses ou mettre fin à la période d'essai parce que cette période est prévue pour aussi. On peut donner le contrat de travail directement le premier jour à l'accueil ou faut attendre un peu ? Ça peut être fait. L'essentiel, c'est que la personne sache quand est-ce qu'à peu près il est prévu quel est son contrat de travail, qu'elle ne s'inquiète pas. Mais il n'y a pas de règle à ça. Alors l'accueil ne se résume pas à la première heure au premier café. Comment on peut prolonger cette période pendant quelque temps ? Alors l'important, c'est vraiment de bien préparer la formation avec l'équipe, avec les personnes avec qui il va travailler, idéalement. Et quand c'est possible, dans le cadre d'un remplacement, c'est de prévoir une petite période de tuilage. C'est-à-dire, la personne qui quitte le poste accompagne pendant quelques jours
le nouvel arrivant pour bien lui montrer voilà en quoi consiste la mission, comment lui il le faisait, donner quelques conseils. C'est aussi possible, ça dépend après de la taille de l'exploitation, du nombre de salariés, mais de désigner une personne référente dans l'équipe qui n'aura pas forcément un lien hiérarchique ou qui n'est pas amené forcément à travailler dans sur les mêmes missions, mais quelqu'un vers qui le salarié peut se tourner pour toute question liée soit à son poste, mais aussi pour voilà des choses toutes simples liées à l'entreprise, où aller manger, des trucs plutôt dans la logistique, ça va le rassurer. Et c'est important. Aussi important d'indiquer à la personne que la période de formation est prévue pour qu'elle puisse formuler toutes les questions qu'elle a. Aucune question est idiote. Quitte à ce qu'elle demande plusieurs fois la même chose. Il est important de faire preuve de pédagogie à ce moment-là, de patience, mais ça assure des bases solides et de confiance justement avec la personne qui se sentira du coup très rapidement impliquée et c'est bénéfique pour la suite. Le temps qu'on passe sur la période de formation peut paraître long, mais derrière permettre de gagner du temps et assurer la poursuite à la suite de la fin de la période d'essai. Les rendez-vous hebdo dont je parlais tout à l'heure sont importants aussi dans cette phase d'intégration pour bien savoir où en est le candidat, où on en est nous également. Pour que cette période d'essai soit bénéfique. Alors, dans les grandes entreprises, il existe la pratique du rapport d'étonnement. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment ça se passe ? Et est-ce qu'on peut adapter cette pratique dans une ferme où il y a moins grande qu'une grande entreprise ? Alors, le rapport d'étonnement, c'est en effet poser la question, savoir comment avoir le retour du candidat par rapport à cette période d'essai, juste avant la fin de la période d'essai. Donc, évidemment, l'idée de le mettre en place dans une ferme est totalement possible. Il faut proposer au candidat un entretien quelques jours avant la fin de la période d'essai qui permettra en fait d'échanger justement sur ce qu'il a pensé de son arrivée. Est-ce que le poste correspond bien à ses attentes ? Comment il se sent aujourd'hui dans l'entreprise ? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer, ce dont il a besoin pour être efficace dans sa mission ? Il peut manquer des informations encore. Ça permet d'ajuster si besoin avant la fin de la période d'essai et ça donne également des axes d'amélioration pour vous en tant qu'exploitant pour les prochaines embauches aussi. Idéalement, peut-être prévenir quelques jours avant le salarié pour lui donner la trame qui se prépare à cet entretien. Merci Christiane Leclin. Je rappelle que vous êtes responsable du job board JobAgri qui regroupe des annonces d'emploi dans le monde agricole. Vous gérez aussi un job board pour la viticulture, VitiJob. Vous nous avez éclairé sur le recrutement dans la production agricole. Vous écoutiez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole présenté par Eric Young. La technique est assurée par Quentin Donval. Retrouvez-nous sur vos plateformes habituelles d'écoute de podcast. Alors, si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez nous donner un coup de pouce. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce numéro. Et puis, si vous voulez nous laisser un commentaire, une bonne note, une recommandation, n'hésitez pas à le faire, ça nous est très utile.